Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Regard Extérieur, un numéro consacré entièrement à la Libye, ce pays situé en Afrique du Nord est en proie à un chaos. En effet, depuis 2011, entre la révolution par le printemps arabe et la mort du colonel Kadhafi, le pays n'a pas pu se relever. Ici à Paris, ça a été l'occasion d'organiser un colloque autour du thème « L'Union africaine, quel avenir pour la paix en Libye ?» En tout cas, les propos sont clairs. Pour les Libyens, le représentant de la société civile, la France a assassiné le colonel Kadhafi. La Libye a été détruite par la France. Nous avons rencontré des personnes qui sont sur place pour savoir ce que représente la Libye aujourd'hui pour les Africains, mais également dans quel état, dans quelle situation se retrouve le pays. Et puis enfin, on va parler d'un autre sujet aussi, le sujet des migrants en Libye, parce que ceux-ci, on le sait, traversent par la Libye pour arriver en Europe. Vous êtes sur Regard Extérieur, bienvenue sur Canal 2 International. أي ديمقراطية هذه؟ أي أمن؟ كيف نطمئن على السلام العالمي؟ إذا كان مصير اللي بيد 10 وسيطر عليهم 4 أو 5 وتسيطر عليهم دولة واحدة بعد ذلك. ونحن 190 هم موجودين هنا مثل حديقة هايد بارك. ديكور. أنتم عاملينكم ديكور. أنتم هايد بارك. أنتم عاملينكم لا قيمة لكم. منبر الخطابة فقط زي ما تخطب في حديقة هايد بارك بالضبط. تخطب وتمشي. هذا انتم. هذه القارة الاتحاد الافريقي، هذه القارة تستحق مقعد دائم عن الماضي، استحقاق مثل الصين بالضبط. ولا علاقة لهذا الحق باصلاح الامم المتحدة. هذا مطروح له الأولوية، هذا مطروح فورا عن الجمعية العامة. ولا أحد يقول إن أفريقيا الاتحاد الأفريقي ما يستحقش مقعد دائم. من عنده حجة؟ يجاوبني، يناقشني حتى الآن. من اللي عنده برهان يقول إن الاتحاد الأفريقي لا يستحق مقعد دائم، القارة الأفريقية ما تستحقش مقعد دائم. ما في حد يقدر يرد. هذا من حقنا لأن احنا حريصين على السلام في العالم، حريصين على مصير العالم، وما نبيش نستهتر بالبشرية، بالجنس البشري بهذا الشكل. Nous attendons toujours que la France présente des excuses à la Libye après les destructions qu'elle a commises dans notre pays. Nous n'avons pas ces excuses, nous nous sommes attendus à recevoir ces excuses qui ne viennent toujours pas. Mais il y a un précédent beaucoup plus grave qui est celui de l'assassinat de Kadhafi, de sa famille et de toute sa tribu. Et je fais partie des gens qui ont l'intention, dans les moments à venir, et qui sont prêts à engager des procédures pour que ces assassinats soient condamnés. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit un certain nombre de choses. J'aimerais qu'on revienne d'abord sur ce que représente la Libye aujourd'hui pour le continent africain. La Libye est toujours partie de l'Afrique. C'est une partie essentielle de ce continent. Et dans la prospérité comme dans le bonheur, la Libye reste une partie de l'Afrique. Mais cette Libye reste aujourd'hui un enjeu qui entremêle plusieurs considérations. Le rôle d'abord de la Libye a été très important dans la renaissance de l'organisation africaine. La mutation de l'OUA à l'Union africaine, je crois que ça a été inspiré d'abord par la Libye. Et malheureusement, ceux qui arrivent, et je n'ai pas eu le temps de développer mes idées, une crise telle que la crise libyenne appelle nécessairement beaucoup d'acteurs, pour diverses raisons. Mais la réalité, la plus grande réalité de ce monde, c'est que l'État-nation veut toujours tirer avantage. Il y en a qui sont là pour des raisons économiques, il y en a qui sont là pour des raisons même simplement psychologiques, il y en a qui sont là pour des raisons géographiques parce que c'est au bord de la Méditerranée. Mais au total, l'Afrique, c'est un devoir de venir parce que ce qui se passe en Afrique concerne les Africains. Cela ne veut pas dire qu'il faut cultiver un antagonisme vis-à-vis
des autres, vis-à-vis notamment des Nations Unies. J'ai été sous-secrétaire général des Nations Unies, je connais la charte au bout des doigts et je sais exactement comment la coopération se fait entre le Conseil de sécurité, l'ONU de façon générale et une région. Il y a le chapitre 8, les articles 52, 53, 54 qui spécifient comment une région peut s'occuper de la paix dans sa région. Sinon, la première responsabilité de la sécurité du monde, de la paix dans le monde, revient aux Nations Unies. Mais étant donné qu'il y a le chapitre 8, alors les régions jouent à ce titre un rôle en parfaite harmonie avec les Nations Unies. On l'a vu dans plusieurs crises, ce n'est pas la première crise qui se passe en Afrique. Moi, j'ai dirigé aussi la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. On a été impliqué dans des guerres, n'est-ce pas, au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau. Mais à chaque fois, on a été au Conseil de sécurité pour rendre compte de ce que nous faisons. Ça, c'est l'harmonie qui existe du dehors et du dedans. En ce moment, il se passe d'ailleurs à New York une réunion sur le sujet, justement, sur le Conseil de sécurité. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'il y a complètement un fossé qui s'est créé entre les diasporas africaines et cette Union africaine qui est considérée comme trop institutionnelle. Est-ce que vous pensez que la Libye peut être en tout cas l'occasion pour l'Union africaine de faire ses preuves? Oui, l'Union africaine a toujours été à l'épreuve. Certaines épreuves ont été réussies, d'autres ont échoué. Parmi les épreuves réussies, il faut le reconnaître, l'Union africaine a joué un rôle important au Mozambique, où il y a eu la paix après combien d'années de guerre. C'était en coordination avec les Nations Unies. La paix en Angola, même si on pense que le tout revient aux Nations Unies, l'Union africaine a joué, enfin l'OUA à l'époque a joué un rôle très important. Mais comme je le dis, la Libye est une grosse épreuve pour l'Afrique, parce que ceux qui veulent cantonner la paix en Libye au simple dialogue, à la simple négociation, à rassembler les partis se trompent. Et Daesh, et Al-Qaïda, parce qu'il n'est pas mort Al-Qaïda, mais Daesh est là. Pour combattre ceci, est-ce qu'ils ont besoin, eux, de négociations? Il faut les combattre physiquement, par les armes. L'Afrique peut-elle le faire? L'Afrique a-t-elle les moyens? Donc c'est là où il y a la limite. Négocier simplement, l'Afrique peut le faire. Elle a des cadres compétentes, elle a des institutions, elle a une institution, elle a des organes. Et tous ces organes, comme je l'ai dit, concourent justement à amener l'Afrique à s'approprier d'un conflit. Mais il y a l'aspect aussi. Vous savez, je le dis souvent, pour pouvoir réussir, un médiateur doit savoir soit donner quelque chose, soit imposer quelque chose. En Libye, on peut donner. On peut donner la médiation, l'expertise, le know-how. Mais il est difficile d'imposer parce qu'on n'a pas les moyens. Même si on dit aujourd'hui qu'on peut imposer, il faut tendre la main à ceux qu'on ne veut pas voir comme parti. Vous voyez la limite. Tout est dans cette dualité qui devrait être plutôt un duo qu'on doit former avec les Nations Unies, avec les pays. Et puis, il ne faut pas qu'on rêve. Quand un conflit éclate, on ne peut pas interdire à un pays pris seul, que ce soit la France, que ce soit Abu Dhabi, parce qu'on oublie. On pense que c'est la France qui a été la première à appeler les deux principaux protagonistes du conflit, le major général Khalifa Haftar et le premier ministre, enfin le chef du gouvernement d'Union nationale, M. Sarraj. La France n'était pas la première. Abu Dhabi les avait déjà convoqués. Mais qu'est-ce que l'Afrique peut? Comment l'Afrique peut arrêter que les pays cessent, n'est-ce pas, de les appeler, de tout laisser à l'Afrique? C'est quasiment impossible. Il faut quelque part agréger, il faut quelque part combiner, il faut quelque part savoir écouter et on s'approprie du rôle principal quand les parties libyennes d'abord le voudront. Et quand les parties libyennes le voudront, alors l'Afrique, partout où des négociations se passent, on invitera l'Afrique. Dernière question, Monsieur le Premier ministre, sur les migrants. On sait qu'en ce moment, ça occupe l'actualité. En tout cas, ici en France, on voit beaucoup que la Libye est incriminée concernant le traitement aussi des Africains en Libye. Qu'est-ce que vous avez comme message à faire passer? Premièrement, la Libye n'appartient plus aux Libyens. Vous avez en Libye toutes sortes de malfrats qui aujourd'hui font de la traite pratiquement d'esclaves. Ils sont là en train de... Il y a une traite d'immigrés. Parce que ceux qui quittent leur pays, qui viennent, ils sont instrumentalisés. Il n'y a pas longtemps, on a entendu
ce qui est très scandaleux, un gouvernement européen qui a dû négocier avec des malfrats sur le sol en Libye pour pouvoir faire que ces malfrats estompent la vague migratoire vers les côtes de ce pays. Vous savez de qui je parle. Alors, ça paraît comme scandaleux, mais ça veut dire déjà que ces malfrats qui sont là, ces gens qui sont sans loi et sans foi, qui profitent de la faiblesse des êtres humains pour pouvoir s'enrichir, ça commence d'abord par ça. Deuxièmement, il y a la responsabilité aussi des pays d'où ils partent. Parce que quand vous n'avez plus les moyens, ou beaucoup partent, c'est parce qu'ils ne savent plus à quel sens se vouer. On oublie très souvent qu'il y a 2 jeunes Guinéens qui sont rentrés, n'est-ce pas, par les trous des trains d'avion pour aller en Belgique. Ils ne savaient même pas ce qu'ils allaient trouver là, mais ils savaient qu'il y avait la mort quand même. Parce que quand vous allez là où il n'y a pas d'oxygène, alors vous avez toutes les chances de mourir avant d'aller. Ils sont allés. On a eu des cas flagrants comme ça. Et aujourd'hui, c'est des milliers et des milliers, sinon des millions de personnes qui fuient soit la guerre, soit la famine, soit la misère, soit l'absence de travail et qui vont braver l'océan. La Méditerranée est devenue un tombeau, c'est devenu un cimetière même, je peux dire. Pour que cela cesse, il faut véritablement prendre chacun de ces problèmes à son juste niveau et essayer de les résoudre. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'immigration a été la trame de l'humanité. Si c'est vrai que l'homme est né, n'est-ce pas, de 2 personnes, comme le croient les religions, et je suis aussi croyant, ou né d'un petit groupe qui s'appelle, n'est-ce pas, les zonimidés, les premiers zonimidés qui sont en Afrique, et c'est reconnu par tous les scientifiques, il faut reconnaître que c'est ce petit groupe qui s'est multiplié à travers le monde. Le changement de teint dû à la mélanine, on sait comment c'est venu. Mais donc l'immigration est une constante. Souhaitons simplement que ce ne soit pas une immigration forcée. Les hommes ont quitté un continent pour l'autre. Il y a eu le continent de départ, c'est l'Afrique. Tout le monde s'accorde là-dessus. Mais tous les continents qui ont reçu sont, n'est-ce pas, ils les ont reçus simplement parce qu'il n'y avait pas à discuter. Ils sont venus, ils étaient les premiers à s'installer. Qui se rappelle que les Russes viennent de Suède? Ce sont des Nordiques. Hein? Russes, ça veut dire les Russes. Les Russes ont quitté la Scandinavie pour aller s'installer en Russie et ils ont porté ce nom. Quand les Romains protégeaient leurs frontières, n'est-ce pas, de tout ce qu'ils considéraient à l'époque comme barbares, le groupe germanique qui comprenait les Francs, qui comprenait les Alamans, c'était l'ethnie allemande, qui comprenait l'ethnie angle et qui comprenait bien d'autres ethnies aussi. Alors, ce moment est révolu. On savait que Rome ne pouvait pas réussir à ne pas permettre à ces gens de s'installer là où ils sont aujourd'hui. L'immigration est un mouvement perpétuel, mais pas l'immigration dramatique. Là, on peut y mettre fin. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. J'ai assisté à cette conférence ici à Paris sur le rôle de l'Union africaine dans la résolution de la crise libyenne. D'abord, la Libye, évidemment, pour moi, c'est l'Afrique. On ne peut pas parler de Libye sans parler de l'Afrique, sans parler des 53 autres pays que comporte ce continent. La question libyenne, évidemment, elle est africaine, mais pas que, elle est aussi internationale. Donc, c'est une question qui touche le monde entier parce qu'on voit bien les conséquences, on voit les migrants, on voit évidemment cette question des questions sécuritaires qui en découlent. On sait que c'est un problème qui est à l'échelle mondiale. Donc, que des instances internationales se saisissent de la question libyenne, c'est bien, mais moi je prioriserais les instances africaines, donc en l'occurrence l'Union africaine. L'Union africaine, comme l'a dit un des intervenants tout à l'heure, doit agir et peut agir, mais pour ça il faut évidemment qu'il s'émancipe, qu'elle s'émancipe, c'est l'Union, qu'elle s'émancipe en prenant à bras le corps cette question qui est africaine avant tout. Parce que
pour prendre une métaphore très africaine, on lave son linge sale en famille. Voilà, moi j'ai envie de dire ça, j'ai envie de dire que la crise libyenne va se régler avec les Africains et par les Africains. C'est évidemment en étant unis, parce qu'aujourd'hui il n'est pas question de... Déjà on est le continent le plus frontiérisé, je ne sais même pas si ce mot existe, mais on est le continent où il y a le plus de frontières, on est le continent où la jeunesse a le plus grand mal à voyager. Moi je croise des jeunes dans l'exercice de mon travail qui ont envie de bouger, et pas simplement d'aller vers le nord, simplement de bouger du sud vers le sud. Donc ça veut dire abolir toutes ces barrières, toutes ces frontières qui font qu'aujourd'hui un Africain subsaharien a du mal à se retrouver par exemple ailleurs, sur le continent. Donc je pense que c'est ça, c'est une question qui est évidemment essentielle, c'est une solution qui va être d'abord africaine parce qu'elle concerne les Africains, et je pense que la résolution de la crise libyenne sera un bienfait pour toute l'humanité, parce que de toute façon aujourd'hui les conséquences sont mondiales. La déclaration qui s'ensuit de cette rencontre de la CEL Saint-Cloud reconnaît que la solution sera nécessairement politique. Elle enjoint les partis à s'abstenir du recours à la force hors cadre de la lutte antiterroriste. Elle réaffirme la feuille de route, qui est celle de l'accord de Chirac du 17 décembre 2015, et enfin, surtout, s'engage à la tenue d'élections présidentielles et parlementaires. C'est une étape importante, il est impossible de le nier. Mais l'Union africaine est évidemment légitime pour s'associer et peser dans la gestion de la crise libyenne. Le président a d'ailleurs réitéré, dans ce même discours de la semaine dernière, sa volonté de travailler avec l'ensemble des acteurs essentiels, je cite, que sont les organisations régionales et sous-régionales. Toutes les propositions de solutions concrètes, avec une feuille de route claire et des engagements tenables, contribueront à une sortie de crise. Je ne vais pas disserter sur la manière dont l'Union africaine peut participer à la sortie de crise en Libye. Vous le ferez bien mieux que moi. En revanche, je voulais juste insister sur un point. Il me semble que toute solution durable, au-delà de l'éradication du terrorisme, au-delà de la dissolution des réseaux de trafiquants, au-delà de la solution sécuritaire, passera par la construction d'institutions fonctionnelles, d'un État de droit solide et fort, au fond d'un État, indissociable d'un retour de l'unité nationale et de la paix. La Libye représente un désespoir total et puis un crève-cœur, parce que moi j'ai été 3 fois en Libye, je connais le pays comment il était, et aujourd'hui quand on voit comment ce pays est écrasé, je suis très triste et j'aimerais bien que les choses repartent et que tout le monde, toute la communauté internationale, mais pratiquement d'abord les pays africains et l'Union africaine se mettent sur la table pour régler ce problème, parce que le problème libyen est d'abord africain. Ce n'est pas européen, ce n'est pas américain, c'est africain. Les Africains doivent se mettre ensemble pour trouver des solutions pour régler ce problème. Très bien. Est-ce que vous pensez que l'Union africaine, clairement, peut apporter des éléments de réponse en termes de stabilité ? Oui, je pense que l'Afrique est capable, mais d'abord je ferai une proposition à monsieur le secrétaire général des Nations Unies, qui est le nouveau venu, qui est un connaisseur de l'Afrique, qui est un fin observateur, qui connaît l'Afrique, qui a voyagé beaucoup longtemps en Afrique. Il faut maintenant des observateurs des Nations Unies qui sont africains. Kobler a été nommé, il a fait un travail qui n'a pas pu y arriver. Il faut maintenant prendre la mesure, prendre des Africains qui sont des personnes de ressources. Nous avons aujourd'hui dans la salle ici un certain monsieur, qui est monsieur Kouyaté, qui a été une personne extraordinaire, qui a géré la crise en Somalie. C'est un diplomate fin gironais. Il y a d'autres. Il faut maintenant donner la responsabilité et la mission aux Africains de régler les problèmes africains. Je pense que ça sera très bien. Est-ce que vous avez des exemples de réussite de l'Union africaine en termes de stabilité ? Oui, vous savez, c'est toujours un problème. On parle souvent que des situations difficiles, mais il y a aussi des réussites. Vous savez, nous avons connu les pays qui ont eu des problèmes difficiles au niveau interne. La Guinée, mon pays, a connu des problèmes de dictature et aussi de problèmes militaires. L'Union africaine était très engagée pour aider l'Afrique, à la Guinée à se retrouver. Et d'autres exemples dans d'autres pays, la Somalie. Aujourd'hui, on parle de Rwanda et de Burundi. L'Union africaine travaille pour résoudre les problèmes au Rwanda. Il y a d'autres solutions aussi, parce que
on a connu aussi des problèmes de famine et autres. L'Union africaine s'est complètement mis dedans pour résoudre des problèmes. Enfin, on parle souvent des difficultés, mais on ne parle pas des réussites. Donc, voyons, on doit parler maintenant des réussites africaines. Et ce dont je suis sûr, le problème de Libye ne sera jamais réglé par d'autres personnes que par des Africains. Nous devons être toujours, apprendre à être plus Africains qu'Européens. Parce que nous sommes Africains, nous devons être fiers de notre culture. Nous avons une grande culture, nous avons une très grande histoire. Les Africains peuvent se soutenir, les Africains peuvent s'entendre, les Africains peuvent communiquer, les Africains peuvent créer des surprises, les Africains peuvent résoudre leurs problèmes. Très bien. Et le fait que ça se passe à Paris, vous pensez que c'est un élément de réponse ? Non, si, c'est très bien. C'est toujours bien de conjuguer les efforts ensemble avec toutes les personnalités, avec les étrangers, avec les diasporas. L'Afrique est en France parce que, vous savez, il y a beaucoup de diasporas en France. Donc, si on fait une réunion sur l'Afrique en France, c'est toujours payant. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire après ? Il faut qu'on ait la capacité de prendre des résolutions, les études qu'on a fait ici, impacter les décisions qu'on a prises pour relayer au niveau de la Commission économique africaine pour qu'on puisse tout à fait adhérer à des choses qu'on a défendues, qu'on a décidées, qu'on a proposées pour l'Union africaine. Mais l'Union africaine doit avoir une chose. La diaspora est importante. Il faudrait ouvrir aujourd'hui un panel à l'Union africaine pour que les diasporas siègent, pour que demain, quand il y a des résolutions ou des contacts ou des réunions à l'Union africaine, qu'il y ait 5 représentants ou 10 représentants de la diaspora pour dire ce qu'on nous pensons. Parce que nous avons aussi la volonté de contribuer à la grandeur de l'Afrique, à l'émergence de l'Afrique. Donc il faut que la diaspora apporte sa voix. Il y a des étudiants qui ont étudié ici, ils ont la connaissance, ils ont l'expérience. J'ai étudié dans ce pays, je travaille aujourd'hui au ministère des Finances. Nous avons la possibilité d'apporter une certaine contribution. La diaspora doit être citoyenne, la diaspora doit être contributive, avec des propositions tout à fait avancées qui peuvent avancer l'Afrique. L'Union africaine peut s'associer, elle peut trouver des idées pour amener certains acteurs, je veux dire, à aller vers un processus politique. Il faut connaître aussi le contexte de la Libye. La Libye a été quand même pendant 42 ans assez revêche vis-à-vis des organisations internationales. Et je pense que l'après-révolution doit nécessairement amener la Libye à se refamiliariser avec les organisations internationales, à se mettre à une table de négociation, à savoir négocier. Voilà, c'est tout ce travail que l'ONU doit faire. C'est amener petit à petit, je veux dire, des acteurs qui n'ont pas du tout, qui ont même été effrayés pendant une époque par des organisations internationales, de se familiariser à nouveau avec les instances internationales. Ça, c'est essentiel, je veux dire, pour la réhabilitation de la Libye. Bon, l'ONU a commis des erreurs, on le sait. On le sait par le passé. Moi, je l'ai dit là tout à l'heure au cours de la table ronde, il y a eu des erreurs qui ont été commises. On les a actées, on les connaît, etc. Le nouvel envoyé spécial réfléchit aujourd'hui à un élargissement des acteurs qui n'ont pas été malheureusement associés précédemment par les autres envoyés spéciaux. Donc c'est quand même une nouveauté. Donc si l'Union africaine veut s'associer pour essayer de donner une impulsion à certains acteurs pour s'associer à un processus politique, je pense que l'Union africaine est la bienvenue. Mais elle doit faire cela en accord avec l'ONU. Je veux dire, l'Afrique a un rôle à jouer, forcément, je veux dire, avec l'immigration, avec tous ces problématiques-là. Je veux dire, la Libye et l'Afrique, de toutes les façons, il y a des liens. Il y a déjà, les liens sont établis depuis Kadhafi. Je veux dire, je pense que les liens doivent se renforcer aussi avec l'Union africaine, ne serait-ce que pour régler le problème de l'immigration, parce que les pays africains ont un rôle à jouer, compte tenu justement de l'origine de l'immigration, de ces problèmes-là. Donc je pense que d'une façon ou d'une autre, l'Union africaine peut être associée. Bon, Haftar est venu à saluer l'initiative de l'Union africaine, ce qui est tout à fait heureux, effectivement. Plus il y a d'initiatives qui s'associent à celle de l'ONU, c'est bien, mais il ne faut pas non plus que ça soit la panacée. Je veux dire, il y a... si l'Union africaine a des idées, c'est très bien, mais réunir constamment, je veux dire,
des acteurs sans consultation avec l'ONU, etc. Bon, je veux dire, ça ne peut malheureusement que casser un processus politique. Emmanuel Macron a été le premier à dire, bon voilà, c'était quand même une erreur, quoi. Je veux dire, il l'a reconnu. Il a dit que c'était un désastre, que cette guerre était un désastre. Donc, finalement, je pense que beaucoup de Libyens ont entendu, je veux dire, ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il reconnaît que finalement, le résultat de cette intervention est un véritable désastre. Donc je pense qu'à travers ce genre de déclaration, Emmanuel Macron a déjà fait ses excuses. Il me semble. Moi, je l'ai interprété comme ça en tous les cas. Je suis vraiment ravie de vous interviewer parce que moi, je vous suis sur les réseaux sociaux. Je sais que vous êtes super active. Vous êtes une des femmes très importantes dans la diaspora africaine. À Paris, vous êtes engagée politiquement. Et là, aujourd'hui, vous avez assisté à ce colloque sur l'Union africaine et la Libye. Première question, qu'est-ce que ça vous évoque, la Libye ? Comme l'ont dit les intervenants, la Libye évoque l'Union africaine. Donc l'Union africaine fait appel au continent africain et avec toute cette mutation qui est en cours en ce moment. Donc d'ailleurs, ça tombe à point nommé puisque hier et avant-hier, j'ai passé 2 jours au Parlement européen où j'ai assisté à la commission Union européenne-Afrique en vue du prochain sommet qui se déroulera du 27 au 29 novembre à Abidjan. Donc oui, c'est pas peu dire par rapport à l'Afrique et sur le fait de la politique internationale à avoir au niveau des États pays, des États membres et au niveau des États représentatifs au sein de l'OCDE, tout comme de l'Union africaine. D'accord. Est-ce que vous pensez que l'Union africaine peut être vraiment efficace dans la stabilisation de la paix dans la Libye ? Oui, et l'ancien ambassadeur, je crois, de Guinée l'a aussi rappelé lui-même. Donc oui, pour moi, à mon sens, l'Union africaine pourrait effectivement être très efficiente dans cette recherche de la paix. Une autre question, ça concerne les migrants. On en parle un peu plus, on le voit beaucoup en Occident, les migrants, et puis la façon dont les Africains sont traités en Libye. Est-ce que vous avez un message à faire passer ? J'ai effectivement un message, mais qui est d'un autre ordre, parce que, pardonnez-moi de le dévoiler ici, je suis l'une des candidates officielles à la candidature du parti Les Républicains, donc un parti de droite en France. Et dans ce cadre-là, j'ai plusieurs propositions, dont l'une qui touche à l'immigration et particulièrement aux flux migratoires. Moi, je prône l'impatriation économique et que l'État français, puisque moi je suis de nationalité française et de parents camerounais, mais je n'ai pas la double nationalité, je prône l'impatriation économique. Donc que l'État français mette une vraie politique à ce sujet, de manière à permettre à certains de ses ressortissants de l'extérieur, qui sont dits de la diaspora installés en France ou partout dans le monde, de pouvoir retourner dans leur pays avec un emploi. Mais pour cela, il faut des accords de coopération avec l'autre pays, de manière à ce qu'ils puissent être à même de recevoir leurs ressortissants qui se réimpatrient sur le territoire. D'accord. Donc vous avez parlé de 2 choses. D'abord, vous vous présentez à la présidence des Républicains. C'est une première. Vous êtes donc une femme politique africaine en France. Mais le message pour vous concerne uniquement la France, en ce qui concerne les migrants. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui sont au pays, par exemple, qui sont au Cameroun, qui sont en Libye, qui sont au Gabon, qui veulent, par exemple, eux, venir en France parce qu'ils se disent que c'est l'Eldorado ? L'Eldorado est en Afrique, l'Eldorado est chez soi. On peut sublimer quelque chose qui semblerait au départ être une difficulté, qui semblerait être un obstacle ou qui semblerait être mal approprié. C'est à vous qui êtes l'artisan de pouvoir en faire quelque chose de beau et de quelque chose de prolifique. Donc restez chez soi parce que de toute manière, il a toujours été dit, j'ai toujours entendu dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et aujourd'hui en Afrique, qui compte 54 pays avec le Sud-Soudan, dont 23 de ces 54 pays sont l'Afrique francophone. Sur la zone Afrique subsaharienne, c'est celle qui concentre les plus grandes richesses mondiales au niveau minéral, naturel, au niveau maraîcher et divers et variés. Et donc cette Afrique francophone, elle a tout à y gagner. Mais moi, la Libye, c'est des souvenirs
on va dire, très fort parce que je me souviens qu'il y a quelques années, Kadhafi était venu à Abidjan. J'étais gosse à l'époque et ça avait été quelqu'un de charismatique qu'on avait vu à la télé. Et puis surtout, on sait que l'Union africaine a été fondée à Sirte. Après 63, bien sûr, à Addis Abeba, il y a eu une deuxième naissance de l'Union africaine, donc grâce à Kadhafi. Bon, aujourd'hui, il a été assassiné, donc effectivement, on l'a un peu oublié. Mais tout cela montre bien que ce pays appartient, mais de manière totale à l'Afrique et a été contributrice à divers égards au niveau des différents pays africains. Donc pour moi, la Libye, c'est l'Afrique, point final. C'est aussi un pays où la femme a été libérée très tôt. Et aujourd'hui, on est plutôt dans l'inverse, comme on l'a rappelé lors de ce colloque. Il y a une espèce de retour des femmes libyennes dans une espèce de Moyen-Âge. Et donc, je crois que c'est vraiment important qu'on ait pu faire ce colloque-là parce que ça permet justement de relancer le processus au service et au secours de la Libye. Parce que c'est une impérieuse nécessité de soutenir cette initiative de l'Union africaine comme médiatrice de la crise libyenne, comme on l'a rappelé lors du colloque. La Libye, c'est l'Afrique, donc il est important que les instances officielles africaines s'emparent de cette question urgentissime parce que c'est le chaos en ce moment en Libye. J'ai trouvé très intéressante l'intervention de M. Brény, qui est président du Haut Conseil des villes et des villages et des tribus en Libye, parce que je trouve qu'il faut à un moment donné reconnaître lorsqu'on laisse un pays dans de telles conditions. Et il l'a très bien souligné, c'est la faute, je reprends ses propos, de l'OTAN et des institutions internationales. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on revient, on reconnaît et du coup on prend les choses en main pour réparer? Ou est-ce qu'on laisse comme ça? J'ai trouvé ça très, très humain de sa part de venir partager ce constat. Et ensuite, j'ai trouvé aussi très intéressante l'intervention de mon ancien Premier ministre, M. Lansana Kouyaté, qui a réussi à vraiment résumer et à dénoncer l'intervention des organisations internationales sur une problématique africaine. Donc voilà. L'Union africaine peut effectivement apporter une réponse concrète à cette problématique de la paix en Libye, si effectivement, comme l'avait dit l'un de nos intervenants dans la salle, il est en première ligne des décisions qui sont prises en ce qui concerne justement le continent. Donc un colloque comme celui-ci est très important parce qu'il montre que d'une part la diaspora se soulève et tient à pointer du doigt les problématiques qui concernent son continent, mais c'est quand même une problématique qui concerne la sécurité même internationale, puisque aujourd'hui ce qui se passe, la déstabilisation de la Libye, impact aussi sur la sécurité, sur les stratégies de géopolitique et la sécurité internationale. Donc il est important que l'Afrique, à travers ses ONG ou ses organisations, appelle l'Union africaine à prendre ses responsabilités en prenant justement les décisions qui importent, les décisions qui s'imposent. Voilà. Donc je pense que ce soir, avec la mobilisation que nous avons eue, notre appel aura été plus qu'entendu. Voilà, merci. La question de la Libye est une question ô combien importante. On vient de le voir à travers les différents intervenants. D'abord, le président du Haut Conseil des tribus libyennes l'a dit clairement, la France doit demander des excuses au peuple libyen pour la destruction et pour l'assassinat du colonel Kadhafi. À côté de cela, comment reconstruire un pays en guerre? Est-ce que effectivement aujourd'hui l'Union africaine peut jouer un rôle dans la stabilisation et la paix dans le pays? Pour cela, les avis sont un tout petit peu mitigés. Certains parlent, pour d'autres en tout cas, parlent effectivement d'un rôle efficace que doit jouer d'ailleurs, que l'Union africaine doit s'imposer. Pour d'autres, en revanche, c'est un peu plus nuancé. L'Union africaine doit coopérer avec l'ONU. Ensuite, on parlera maintenant des migrants. C'est un grand sujet qui concerne tous les continents et c'est le thème qui va suivre. Merci. Partout où il n'y a pas de décentralisation réelle, qui ne signifie pas seulement administration, qui signifie économie, implantation, innovation dans les régions de l'intérieur, ça se passe. J'ai vécu à Côte d'Ivoire. Au nom de la francophonie, j'étais le représentant de la francophonie. La cause de la crise ivoirienne, c'est parce que le Nord était littéralement marginalisé. Au Mali, ça se pose depuis des années. Le Nord marginalisé.
Chaque fois que vous prenez des dissensions comme ça, une scission entre une zone et la zone de la capitale, c'est parce que la zone de l'intérieur a été totalement ignorée. Corrigeons cela. Corrigeons cela. Les mouvements migratoires, enfin, ceux qui sont là, mais je crois que quand vous prenez le calvaire que vivent les gens, et M. Tcherno l'a dit, je crois, ceux qui sont, ceux qui partent sont, vous avez parlé de pauvreté, c'est pas les pauvres qui partent. Ce ne sont pas les plus pauvres, c'est ce que disait ce ne sont pas les plus pauvres, absolument. Mais ce sont les plus désespérés. Ceux qui partent savent qu'ils vont mourir parfois. Mais ils se disent, je préfère. Parce que là, je n'ai pas de parents, si je meurs, ça vaut mieux que de rester dans des familles de 10 personnes, 15 personnes, où je me sens pratiquement seul, avec d'autres. Dans les familles africaines, vous avez parfois 10 personnes à la charge d'une seule personne. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Il s'agit d'étudier à fond pour que la charge soit repartie. Les États qui luttent contre la corruption, on lutte contre la corruption de 2% de la population parce que ce sont des fonctionnaires contractés. Mais et la corruption qui est d'origine sociale, il y a moins. Ouvrons les yeux. Soyons sûrs que nous avons des lacunes qu'il faut combler. Avec ça, probablement, il y aura, parce que le phénomène de la migration, ça va du simple au plus complexe. Eh bien, les pays africains, c'est le manque de développement. Le manque de décentralisation. Mais vous avez aujourd'hui toute une bande de gens qui sont un réseau, des trafiquants, n'est-ce pas, qui longent, qui sont en Libye, qui sont un peu partout, des gens qui sont sans état d'âme et qui exploitent. Que font les grands pays pour traquer, n'est-ce pas, ces gens-là qui sont totalement, qui hors de l'humanité? Il y a des guerres qui causent l'immigration. Que fait-on pour arrêter ces guerres? En fait, il nous tout simplement que nous devons prendre les choses au sérieux. Voilà. Quelles sont nos faiblesses? On ne soigne rien qu'on ne sache. Et pour soigner, il faut savoir. Merci beaucoup. Moi, souvent, en tant qu'Africaine, j'ai parfois mal à mon Afrique. Alors, j'ai pas mal à mes frères et sœurs africains. J'ai mal parfois à ceux qui nous représentent. J'ai du mal, personnellement, à mon petit niveau, à comprendre pourquoi on n'arrive jamais à faire cause commune pour défendre nos intérêts. Que nos enfants meurent par centaines de milliers, de millions, parce qu'on ne sait pas dénombrer les corps qu'il y a dans la Méditerranée, qui est un cercueil, qui est un tombeau. J'ai du mal à comprendre qu'il n'y ait pas une unité par rapport à ça. J'ai du mal, encore une fois, à comprendre qu'on ne défende pas nos enfants, qu'on ne défende pas cette jeunesse, qu'on ne défende pas cet avenir qui est celui de l'Afrique. Parce qu'il faut savoir quand même que parmi les personnes qui meurent, ce ne sont pas les plus faibles, ce ne sont pas les plus démunis, ce sont les forces vives qui partent, décident de prendre la mer, décident de prendre la route, comme on dit au Cameroun, puisqu'on est sur Canal 2, d'aller se chercher. Et ça, j'ai du mal à comprendre que les autorités ne s'unissent pas, ne se réunissent pas pour prendre cette question-là à bras-le-corps. Et pour finir, je dirais que c'est un boomerang, c'est-à-dire que ça va nous revenir d'une manière ou d'une autre si on n'aime pas nos enfants. Alors s'il vous plaît, juste un petit message comme ça, mesdames et messieurs qui nous gouvernez, vous les grands d'en haut là, s'il vous plaît, aimez vos enfants, aimez votre continent, aimez votre pays, aimez l'Afrique. Alors moi je suis toujours très touchée par le désespoir humain. Donc je suis mal placée pour pouvoir conseiller à quelqu'un qui se sent, lui, désœuvré. Mais par contre, voilà, moi je suis une sœur africaine et je conseille à tous les Africains qui nous regardent, ne traversez pas la mer dans ces conditions horribles. Il y a d'autres solutions et on peut construire l'Afrique. Et nous, ici à la diaspora, on se bat aujourd'hui pour vous redonner les moyens et pour vous accompagner, voilà, pour venir aider nos frères et sœurs en Afrique pour ne pas risquer leur vie dans cette traversée. Nous avons voulu organiser cette conférence pour que l'Union africaine joue un rôle essentiel dans le maintien de la paix en Libye. Aujourd'hui,
le haut représentant du Conseil a été reçu par Macron. La France est très impliquée dans la résolution de cette crise, mais les acteurs, notamment africains, il y a un émissaire, le médiateur qui est notamment le président du Congo Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso, n'a pas été convié à ces rencontres. Et donc nous voulons que l'Union africaine joue l'exact rôle qu'il lui a assigné pour qu'on arrive effectivement à maintenir la paix et à mettre autour d'une table les différents protagonistes de cette crise. Et pourquoi à Paris? Parce que Paris est un lieu incontournable pour la résolution des crises que connaissent le monde entier. Vous avez mentionné que le président Denis Sassou Nguesso, qui est justement une des personnes qui doit être un médiateur dans cette crise libyenne, n'a pas été convié. Est-ce que vous l'avez convié à votre conférence? Nous avons convié les autorités en effet congolaises, mais il se trouve qu'en ce moment même se tient aux Nations Unies la rencontre du Conseil de sécurité des Nations Unies et le ministre des Affaires étrangères n'a pas pu pour cette occasion se rendre et le président également n'a pas pu se rendre, mais ça n'est que partie remise. Et, nous comptons organiser d'autres rencontres de cette nature pour que effectivement nous essayons d'impliquer tous les acteurs, c'est-à-dire une rencontre inclusive où le Congo serait partie prenante. Tous les acteurs de la Libye seront partie prenante et la France et en tout cas tous ces gens qui sont impliqués pour la résolution de cette crise. Après la question posée concernant le rôle de l'Union africaine dans la résolution de la crise libyenne, la question bien entendu aussi des migrants, nous avons choisi cette fois-ci de vous montrer une vision plutôt optimiste des femmes africaines de la diaspora. Rendez-vous donc à un forum organisé pour parler entrepreneuriat. Les femmes parlent de leurs difficultés en tant que chefs d'entreprise et à la fin elles nous disent quelque chose aussi sur le processus de paix. Suivez-moi. J'ai vécu longtemps à Bertoua, au moment du comice de Bertoua, où j'ai commencé à fabriquer mes bijoux avec les femmes de la Syrie pour préparer le comice de Bertoua qui s'est passé il y a plus de 30 ans. Et là, je vis en France depuis longtemps. J'ai élevé mes enfants et je vais bientôt prendre ma retraite. Et j'ai créé, je refais mes bijoux, mais j'ai des difficultés parce qu'en France, il faut des machines, il faut faire des papiers, il faut même l'informatique. Et là, j'ai rencontré hier à la première journée 2 jeunes dames qui veulent m'aider pour l'informatique, pouvoir mettre ça en ligne. J'ai commencé déjà à mon niveau parce que j'ai quand même fait une VAE il y a 4 ans. À mon âge, bon, je suis jeune, hein, il faut le dire. Mais je demande aux femmes qui peuvent me voir, parce que j'ai aussi un projet pour faire l'orphelinat au Cameroun, parce que j'ai aidé beaucoup d'orphelins. Et c'est avec l'argent que j'arrive à avoir dans ces bijoux que j'ai commencé une petite cabane. J'ai fait une belle église, j'ai fait une grande maison pour faire vivre ces enfants, de venir à mon aide. Et quand vous tombez sur les petites mains de Marie, vous voyez bien mes mains comme elles sont petites, mais ces petites mains font plein de petites bonnes choses. Donc venez m'aider pour que je puisse faire l'orphelinat et pouvoir continuer mon entreprise parce que je fais des robes, des cabas. Je n'ai pas de grille pour présenter. J'avais un espace trop petit et je n'ai pas pu les présenter. Donc, merci beaucoup. Je suis Lynn Gibinga. Alors, j'ai créé un vestiaire dédié à la fashion doll, donc c'est-à-dire la mode pour les poupées. Je suis créatrice de mode. Donc, j'ai créé le vestiaire via la marque Yvonne Doll, donc une marque 100% des poupées afro. Essayer de valoriser un peu tous les créateurs qui ont créé des poupées noires. J'essaie de les mettre en valeur, essayer de créer des plans d'action comme des accessoires pour pouvoir que les enfants puissent en profiter justement de ces poupées-là. Je suis originaire du Gabon. J'ai créé Yvoindi Doll pour essayer de valoriser la culture africaine parce que tous les matériaux que j'utilise, c'est des matériaux qui viennent du pays. J'utilise des accessoires et les tissus 100% africains. J'essaie de valoriser aussi justement ces pièces-là parce qu'il n'y a pas que... C'est même pas le wax qui est vraiment un tissu venant du pays de l'Afrique. Donc j'utilise tout genre de pagne, le ndop, du kanté, tout ce que vous voulez. Et donc les difficultés que je
rencontre en ce moment, c'est peut-être dans la mise en place même du projet, parce que c'est tout un concept. Le vestiaire d'Ivwandi, ce n'est pas seulement une histoire de vendre les poupées noires, mais c'est tout un concept qui y a autour de ça. Je peux relooker aussi des poupées, et là il ne s'agit pas seulement des poupées afro. Si jamais vous avez une poupée très vieillissante ou qui a duré dans votre placard et que vous avez besoin d'une nouvelle touche, donc j'essaye de la relooker, essayer de rafraîchir les poupées. Il y a aussi cette valorisation de culture par la publicité. C'est-à-dire que si vous êtes chef d'entreprise ou vous avez une activité et que vous avez envie de la faire parler via mes poupées, je peux le faire et j'ai déjà fait pour plusieurs créateurs. Tout d'abord, merci à Canal 2 de me permettre de m'exprimer sur son antenne. Alors, je suis Georgina Siaba, j'ai créé et je préside à Vuntaku, qui est une association loi 1901 de solidarité internationale. Alors, le cœur qui bat au sein de l'initiative Vuntaku, c'est la volonté, mais surtout le désir ardent d'installer un système de solidarité internationale par nous, pour nous et grâce à nous. J'entends par là les Africains, leur diaspora et tous ceux qui affectionnent bien entendu l'Afrique. Donc concrètement, en termes d'actualité, Vuntaku s'engage à rectifier le tir auprès des tout petits qu'on appelle tristement les démunis ou voilà, les plus défavorisés en vue de leur permettre l'accès à l'éducation populaire. Dans un second volet, on s'engage à encourager l'économie sociale et solidaire qui est qui est le sujet un peu non traité dans nos pays du Sud et faire valoir les droits sous quelque forme que ce soit. En termes de difficultés, on ne va pas trop s'avancer dans le sens où l'association est encore jeune. Elle date du 29 juillet 2015, donc on a encore à faire nos preuves et qui parle de dons parle de confiance, donc c'est à nous de rassurer le public et de les attirer à nous et à crédibiliser surtout notre cause. Pour l'instant, on est dans les starting blocks et on est en Côte d'Ivoire, donc à Abidjan et un peu à l'intérieur. Sinon, en coulisses, on prépare 2 prochains voyages humanitaires, donc en janvier 2018 au Cameroun et également en RDC en février 2018. Bonjour, moi c'est Marie-Jeanne Igba. Je suis présidente de l'association Bawam Espérance. C'est une association qui a été créée depuis 2008 et c'est une association qui est domiciliée à Colombes dans les 92 dans les Hauts-de-Seine. C'est une association loi 1901 qui a pour but de venir en aide aux enfants, aux écoliers en Côte d'Ivoire en leur apportant du matériel didactique et parce qu'on estime aujourd'hui que l'éducation est la base de la réussite d'un pays. Et donc là, ce qu'on a déjà fait, c'est qu'on est parti du côté de Sassandra, on a offert des vêtements et tout. Et là, l'année dernière, nous avons offert des livres et des ordinateurs pour une salle informatique à Didier-Vie. Et là, en ce moment, notre projet, c'est-à-dire ce qu'on est en train de monter là, on a lancé un événement sur Facebook, un solar park pour étudier la nuit. C'est-à-dire qu'il y a un jeune Ivoirien qui a conçu un sac qui marche avec le panneau solaire. Et donc les enfants, quand ils ont ce sac, toute la journée, l'énergie qu'ils emmagasinent permet à travers cette petite plaquette solaire qu'il y a dans le sac, ça permet de pouvoir brancher une clé USB qui est sur une ampoule et puis d'avoir l'électricité le soir pour étudier. Et il y a une école en Côte d'Ivoire, du côté de San Pedro, ils sont 188 dans la classe et on a décidé d'offrir à ces enfants-là 188 sacs parce qu'on ne voulait pas partir en offrant 10 sacs à un enfant et puis revenir. On s'est dit on fait ou on ne fait pas. Et c'est ainsi qu'on travaille. On a un partenariat avec Vuntaku qui nous a offert 6 sacs, d'ailleurs, très intéressant. Et le sac est à 10 000 francs CFA, ça fait 14,24 €. Sur notre page Facebook, il y a toutes les informations dessus. Et le sac, c'est un solar park pour étudier la nuit. On a même lancé une cagnotte. Et donc, les gens donnent. Nous sommes à 64 sacs à peu près. Bonjour Suzanne. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à un des événements que vous avez l'habitude maintenant d'organiser concernant en tout cas les femmes africaines de la diaspora. Vous avez été entrepreneur, vous savez quelles sont les difficultés, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. L'organisation de cet événement, ce n'est pas le fruit de hasard. C'est tout simplement un parcours personnel et puis de mon entourage qui m'a permis d'initier cette démarche. Et j'avoue qu'au moment où nous l'avons lancé, on ne nous croyait pas, y compris nous-mêmes les Africains.
Et on disait oui, ben, on risque de dire que c'est entre nous, la communauté et tout ça. On a appris à nous s'auto-censurer. Et malgré tout, on s'est dit, on y va. Parce qu'il y a un besoin réel. Celui que moi-même j'ai ressenti en tant qu'entrepreneur et celui que je voyais autour de moi. Donc aujourd'hui, cela donne quand même un espace, cela crée un espace où effectivement les femmes arrivent à s'exprimer, à sortir leurs frustrations, mais surtout à avoir quelques réponses à leurs attentes. D'accord. Est-ce que vous pouvez dire juste une difficulté en général quand on est femme africaine, entrepreneur de la diaspora, qu'on rencontre quand on est par exemple à Paris? Déjà quand on est femme, c'est pas facile de créer. Quand on est femme noire, africaine, immigrée en France, c'est pas évident. La première difficulté, c'est qu'on est très souvent mère. Et concilier la vie familiale et la vie d'entrepreneur, parce que quand on est salarié, on sait à quelle heure on commence et on sait à quelle heure on s'arrête. Quand on devient entrepreneur, la donne change. Vous savez quand vous commencez, mais vous ne savez plus à quelle heure vous vous arrêtez. Et là, nous sommes dans un environnement où il n'y a pas le père, il n'y a pas la mère, il n'y a pas les cousins et les cousines pour vous aider. C'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est le regard. Quand vous êtes entrepreneur, et vous arrivez, vous allez chercher une information ou démarcher un client. Très souvent, on ne voit pas la femme entrepreneur parce qu'il y a un stéréotype qui est déjà là. Donc, c'est la femme immigrée. Même si nous avons des enfants ici qui ont fait des écoles, qui aujourd'hui sortent de ce stéréotype-là, mais ça n'entre pas encore dans les mentalités. Et justement, c'est là le défi. Parce que ça ne doit pas être des barrières pour nous. Et je le dis souvent quand nous animons les ateliers, les obstacles doivent être les défis. Parce que quand on se dit c'est un obstacle, on baisse les bras. Quand on dit c'est un défi, on le relève. Très bien. Juste un dernier mot, il y a en ce moment, en tout cas, il y a un certain nombre d'initiatives pour la paix, dans certains pays en Afrique comme la Libye, mais également dans notre pays, le Cameroun. Est-ce que vous avez un message concernant la paix à faire passer? Concernant, il ne peut pas avoir de développement sans la paix. Et la paix, on ne peut pas la trouver sans les femmes. Parce que la femme, elle sait comment, la douleur qu'elle a pour sortir un enfant. L'homme a fait un enfant, mais c'est la femme qui porte cet enfant pendant 9 mois. C'est la femme qui a des contractions pour le sortir. Donc chaque être qui meurt, c'est une douleur énorme, particulière pour la femme. Donc dans les processus de paix, pour ma part, les femmes devaient être majoritaires pour permettre aux hommes de sortir de leur ego. Parce que pourquoi on a des difficultés à avoir la paix? Parce que quand les hommes se retrouvent, chacun veut montrer les muscles. Nous, on n'a pas les muscles, on a le cœur. Donc, il faut que les femmes prennent la place dans les tables de négociation de la paix, surtout en Afrique.